Emilienne est avec nous, vous êtes député MoDem des Yvelines, porte-parole du MoDem. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Gérard Le Seul, vous êtes député NUPES de Seine-Maritime. C'est pas votre circonscription? PS de Seine-Maritime, oui, tout à fait. C'est pas ma circonscription. C'est pas votre circonscription, c'est bien le bon département. Je la connais bien, oui. Bien, Philippe Ballard est avec nous. Bonjour. Bonjour. Député Rassemblement National de l'Oise et porte-parole du RN. Est-ce que vous avez le sentiment d'ailleurs que cette visite, qui est censée un peu rassurer tout le monde, il y a quand même encore beaucoup de centrales qui sont à l'arrêt, et on sait que c'est déterminant, notamment pour ce qui va se passer en janvier. Est-ce que ce qui se passe depuis quelques jours, la reprise en main aussi de la communication par l'exécutif, par Matignon et par l'Élysée, tout ça est de nature à rassurer, selon vous? Je sais pas, la visite de Penly, oui, très bien, le ministre y est allé. Moi, c'est pas un fait pour moi, vous en parlez, mais c'est très bien comme ça. Mais bon, la centrale repart et c'est très bien. Il y a eu tout un tas de retards qui ont été pris entre la crise Covid, entre dernièrement certains mouvements de grève qui ont quand même ralenti les maintenances qui étaient en cours sur les centrales nucléaires et qui n'ont pas aidé. Alors je ne vous dis pas qu'on aurait gagné peut-être 6 semaines, mais on aurait peut-être gagné 15 jours ou 3 semaines, ce qui est quand même pas négligeable. Il y a 40 réacteurs ce matin, selon EDF, qui sont connectés sur 56. Donc ça s'est beaucoup amélioré. Donc ça va nous permettre. Après, sur l'histoire du délestage, moi, on en a beaucoup parlé et je regrette qu'on n'ait pas dit exactement ce qu'allait se passer. Moi, les gens d'Enedis sont venus me voir, et je suppose qu'ils l'ont fait avec mes collègues députés qui sont autour de la table. Ils sont venus me voir pour m'expliquer ce qui risquait de se passer sur mon département. Ils m'ont expliqué, effectivement, dans le pire des cas, ce qu'on risquait d'avoir et comment l'information allait être transmise aux gens et comment les choses étaient organisées pour que, justement, les gens puissent s'organiser en amont des délestages et qu'ils ne soient pas pris au dépourvu. Et au regard, c'est dommage, j'aurais dû amener les documents, je vous les aurais montrés, mais au regard des documents qu'ils m'ont fournis, franchement, RTE et Enedis ont vraiment, faut le noter, bossé main dans la main, ce qui n'est pas tout le temps le cas, et 2, on fournit un travail absolument remarquable. On va se retrouver sur des délestages, sur des tranches, 6 délestages IA qui sont le matin, je crois, de 8h à 13h, le soir de 18h à 20h, et les gens seront prévenus et sauront exactement s'ils sont touchés ou pas. Et ils seront prévenus pour les personnes qui doivent être prévenues le plus en amont, 3 jours avant, et les gens comme vous et moi qui avons besoin d'être prévenus peut-être le plus tard possible, la veille pour le lendemain. C'est gérable quand même. Vous voyez, Philippe Ballard, pourquoi est-ce que vous vous énervez comme ça? Je suis calme là. Non mais ça va venir. C'est tout. Non, très calme. Non mais c'est triste. 6e puissance mondiale, on en est là. Tout simplement. On paye 10 ans d'incompétence. François Hollande qui passe un peu à travers les gouttes d'ailleurs. Puis il avait quand même à ses côtés secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre de l'économie Emmanuel Macron qui en 2017 nous parlait de la Startup Nation, la nation pro-business. Là on se tiers-mondise. On a abandonné le nucléaire pendant 10 ans sous la pression des écologistes et sous la pression de l'Allemagne et Bruxelles a enchaîné. Moi j'écoutais Jean-Bernard Lévy qui était l'invité de l'université d'été du MEDEF. C'était au mois de septembre. Et il disait, il y avait Madame Pannier-Runacher à ses côtés qui a regardé ses chaussures, et je la comprends un petit peu, qui disait « Mais moi, je peux pas les réparer en ce moment, les centrales. Parce que depuis des années, on me dit il faut les démanteler. Alors j'ai plus de chaudronnier, ce qui était dit avec votre envoyé spécial. Je peux pas les réparer. On a fait venir 150 ouvriers, des Canadiens, des Américains, il y a quelques semaines, pour réparer nos centrales nucléaires. Voilà. Et maintenant, on paye, si je puis dire, l'addition au prix fort. Ce sont les Français qui payent. Parler de tiers-mondisation... Quand on en est là, d'accord, on n'arrive pas à réparer nos centrales nucléaires, on a des médicaments qui on est en pénurie, et on pourrait multiplier la liste. Le système éducatif, il y a des études qui sortent, on est sur le flanc, l'hôpital public, il est sur le flanc, les policiers n'en peuvent plus, la justice est saturée, et la liste est encore bien longue. Oui, c'est un pays qui se tiers-mondise, bien sûr. Gérard Le Seul. Écoutez, on vient d'entendre un discours totalement excessif. On ne peut pas parler de déclinisme particulier de la France, même si on peut regretter, moi le premier, que effectivement nous ne puissions plus reproduire du Doliprane en France, ou que nous ayons effectivement un discours, de mon point de vue gouvernemental, qui a été trop inquiétant sur les délestages.
on le voit bien d'ailleurs auprès des réactions de la population, il y a une surinquiétude, alors que finalement, si on avait maîtrisé davantage la communication sur le délestage, qui ne sont pas nécessairement plus graves finalement qu'une panne, on voit bien qu'il y a eu une panne à Paris, et je note d'ailleurs que vous avez dit tout à l'heure qu'on en aurait moins parlé si c'était arrivé en Lozère. Et c'est un vrai sujet. C'est vrai ou pas? Oui, je le pense, malheureusement, et je pense qu'il faut que nous fassions très attention à ce que l'ensemble des communications passent auprès de tous les Français. Et donc, il faut avoir une communication très forte, très pédagogique, et ne pas inquiéter les Français avec cette question de délestage. Alors, même si vous avez raison, il y a une baisse de production énergétique inquiétante globalement. Gaëtan Mélin, expliquez-nous ce qui va se passer tout à l'heure à midi. Il pourrait y avoir une décision d'Enedis et de RTE concernant la journée de lundi. Quelles sont les options en fait qui se présentent aux opérateurs? Alors, je vous propose de regarder tout de suite le site d'EcoWatt, ou plus exactement l'application. Vous allez le voir. On a la météo de l'énergie sur 3 jours. Vous voyez qu'actuellement, vendredi, eh bien, la situation est tout à fait normale. Il n'y a pas d'alerte. La production et les importations suffisent à couvrir la consommation des ménages, des industries et des entreprises. À partir de midi, eh bien, on aura le signal pour lundi. On saura très exactement si, eh bien, ça se passe bien, c'est-à-dire que, au regard des prévisions météorologiques, au regard des réacteurs nucléaires qui ont été remis en service, au regard des prévisions de vent, eh bien, la situation est comme aujourd'hui, samedi ou dimanche, ou bien on a une petite alerte. Ça veut dire quoi, une petite alerte? Ça veut dire qu'on passerait au stade orange. Oui. Et je vais vous montrer quelque chose aussi qui est très intéressant. C'est le site Economix pour que vous compreniez bien la situation. Vous voyez, à 10 heures très exactement, eh bien, on avait une consommation de près de 74 000 mégawatts, mais à côté de ça, on a une production de seulement 66 000 mégawatts. Donc insuffisante, mais on voit bien qu'on importe alors je vais vous le mettre sur, voilà, on importe aujourd'hui de l'électricité. Pour compenser. Exactement, et ces importations. Mais vous voyez, dans le même temps, alors attendez, on va se mettre à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il est 10h30. Eh bien, on est en mesure, en ce moment même, d'exporter un peu d'électricité. Donc ça, c'est important. Hein. Vous voyez, on a des contrats de toute façon. On envoie de l'électricité aux Anglais. Exactement. En ce moment, vous voyez, 395 mégawatts. Alors, c'est pas énorme. Pour un pays tiers-mondiste. Mais voilà. Avant, on exportait perpétuellement de l'électricité. Effectivement, vous avez on parfaitement raison. On ne pourrait pas attendre demain soir, la fin du match, pour leur envoyer de l'électricité. Avant, la France était exportatrice nette d'électricité. Ce n'est plus le cas, puisque vous voyez, on importe aujourd'hui d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, d'Italie et même d'Espagne. Oui, donc, effectivement, les interconnexions sont très importantes. Le marché européen de l'énergie, on peut en parler aussi. Et on va regarder un autre élément qui est aussi très important, c'est que aujourd'hui notre production d'électricité provient en grande majorité du nucléaire, 59%. On va regarder l'éolien, malheureusement ce n'est que 4%. Et puis une autre indication, c'est le solaire. On a de la chance aujourd'hui, on a un peu de soleil, donc ça nous fournit 2% de notre électricité. Tout ceci pour vous dire qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. C'est pas seulement le froid, pour le coup, non, comme on l'a beaucoup dit. Pour savoir très exactement quelle sera la situation de lundi, mais effectivement, à partir de midi, on saura si on passe en orange. Et si c'est orange, qu'est-ce qu'on demande? Alors justement, c'est pas grave orange, c'est juste de dire il y a une petite tension sur le système électrique, que les consommateurs, que ce soit les ménages, les entreprises ou les industries, doivent faire des efforts pour réduire leur consommation. Et puis, il pourra y avoir des baisses de tension. Et ça, personne ne s'en apercevra, puisque c'est en fait dans vos prises électriques. Par exemple, votre téléphone portable que vous mettrez à charger, eh bien, il chargera plus lentement. Vous verrez vos plaques de cuisson qui seront un peu moins fortes. Mais tout ceci, finalement, n'a que peu d'importance, si ce n'est de réduire la consommation pour éviter, encore une fois, l'écowatt rouge, le signal, qui, là, pour le coup, sera suivi de délestage, de coupure d'électricité. Non, mais vous vouliez réagir? Oui, très rapidement, parce que tout était dit. On a été, pendant de très longues années, exportateur d'électricité, parce qu'on avait nos centrales nucléaires et l'hydraulique aussi. Et on a de l'hydraulique actuellement. Mais on était souverain. Juste, on était souverain. Ouais. Et maintenant, on est obligé d'importer. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre parce que nos dirigeants ont failli. Moi, hier, dans l'hémicycle, je sais que mon collègue était là, donc il va pas être surpris par les chiffres que je vais donner. À 14h, l'électricité importée d'Allemagne était supérieure à notre production avec les éoliennes et avec le
solaire. Et ces importations allemandes, c'était 18% de nos émissions, de notre pollution, pour faire extrêmement simple, parce qu'en Allemagne, évidemment, on commence à fermer, ils ont commencé, Madame Merkel, une très bonne idée, sous pression des écolos, fermer les centrales nucléaires pour... Eh ben oui, les centrales, elles fonctionnent au charbon. Et ça pollue énormément. Voilà, on en est là, on marche sur la tête, donc on a eu un peu de vision. Alors, on n'aurait pas abandonné le nucléaire. Bruno Millienne, qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, mais il y a plusieurs facteurs. Moi, j'entends bien le discours un petit peu orienté quand même, Monsieur Ballard, anti-éolienne, mais un petit peu orienté. Parce qu'on a passé toute la semaine là-dessus. Ouais. Mais il faut quand même resituer le contexte. Il y a eu tout un contexte européen qui a fait qu'on a eu cette espèce d'accord que nous, on trouve complètement idiot, d'indexation de l'électricité sur le prix du gaz, qu'on essaye de casser par tous les moyens, parce que c'est ça qui fera redescendre effectivement le prix de l'électricité. La conjoncture géopolitique, on peut pas la nier quand même, le fait que la guerre en Ukraine, pas tout mettre sur la guerre en Ukraine, mais honnêtement, la guerre en Ukraine... Non, en l'occurrence, sur le parc nucléaire, non. Pas sur le parc nucléaire. Les stocks de gaz. Non, mais sur le stock de gaz, qui a quand même tout bousculé. C'est-à-dire que si on était dans une période tout à fait normale d'échanges internationaux sur l'énergie, on n'aurait aucun problème. Ouais. Voilà, on va être clair là-dessus. Et puis, effectivement, nos centrales sont, pour un certain nombre, tout arrivé un petit peu à des périodes de maintenance qui ont été décalées avec la crise Covid et qui se sont retrouvées tout en même temps pour les faire redémarrer. On est dans une conjoncture qui n'est pas bonne. Je ne nie pas le fait, pour être très honnête, je ne nie pas le fait que sur la politique nucléaire, depuis 20 ans, on n'a pas été très bon. Ça, c'est pas forcément pro-nucléaire, mais quelqu'un qui dit que le mix énergétique doit y avoir de tout et du nucléaire qui vous le dit, donc ça, d'accord. Mais malgré tout, il y a quand même la situation géopolitique qui joue beaucoup. Bien. On ne peut pas tout mettre sur le dos du gouvernement. Monsieur Le Seul, pour finir sur ce sujet, je voudrais qu'on évoque aussi le Covid, s'il vous plaît. Oui, non, très clairement. D'ailleurs, la visite de Bruno Le Maire à Penly est plutôt une visite anti-Fessenheim, si je puis dire. C'est pour contrecarrer l'effet négatif de Fessenheim et des déclarations du président Macron. Mais sur le fond, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, pour être très sérieux, que de développer au maximum les énergies renouvelables qui ont le mérite d'avoir une innocuité par rapport à l'ensemble de la santé et de la préservation, y compris de la sécurité de notre pays. Donc là-dessus, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de faux débats. Le vrai débat, c'est dans quel calendrier et dans quel délai on peut arriver à se passer, bien sûr, du carboné, c'est la première urgence, et deuxièmement, du nucléaire. Est-ce que ça prendra l'horizon 2050 ? Est-ce que ce sera un peu plus longtemps ? Mais en tout cas, il faut tout faire, et c'est le débat, c'est un des enjeux du débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur les ENR, c'est le développement de l'ensemble des énergies renouvelables. Passer du nucléaire, c'est juste pas possible. Il faut juste c'est une question de délai. Non, mais en 20 secondes, sortir le marché européen de l'énergie, on peut en sortir, il faut juste avoir du courage politique. L'Espagne l'a fait, le Portugal l'a fait, pour payer leur électricité 3 fois moins cher. Et moi, je vous citerai, vous voyez, le patron du MEDEF, M. Roux de Bézieux, qui, dans une matinale radio il y a quelques jours, exhortait Emmanuel Macron, et je vais reprendre son terme exact, à aller faire un bras de fer avec l'Allemagne et Bruxelles. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est bien, vous êtes redescendu sur Terre. Parce que nous, on l'a toujours condamné, ce marché. Et là, face à la réalité du marché et de la facture que reçoivent les Français, là, vous vous dites, ah oui, c'est pas très bien ce marché européen de l'énergie. Bah oui, nous, on l'a toujours dit. De courage politique, le gouvernement en manque-t-il sur la question du masque et du masque obligatoire, alors que l'épidémie reprend et que les médecins ne cessent de nous alerter sur la situation de l'hôpital avec le Covid, la grippe, la bronchiolite. Hier, Emmanuel Macron et François Braun, le ministre de la Santé, étaient ensemble, vous le voyez, masqués pour arriver au Conseil de la refondation. Honnêtement, est-ce que, on le sait, on le voit dans le métro, dans les trains, les Français ne portent pas ce masque. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin ? Mais pour l'instant, je vous signale qu'on n'est plus en urgence sanitaire. Donc si on veut imposer ces mesures-là... Dites ça aux médecins. Hein. Si on veut imposer ces mesures-là, il faut repasser par la loi. Un décret peut suffire. Et je suis pas, oui, un décret, mais enfin, je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé qu'un certain nombre de groupes à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous voulez passer en urgence sanitaire, alors que là, la question se pose surtout dans les transports, au fond. Pour l'instant, la situation, elle n'est pas si alarmante que ça. Est-ce qu'on peut jouer aussi ? On nous l'a suffisamment reproché. C'est marrant, hein. En fonction des citoyens, en fonction des situations. Pardon, quand on a imposé le max, on a dit que franchement, c'était liberticide et qu'on imposait des choses aux gens alors qu'ils étaient assez grands
eux-mêmes. Vous avez raison. Mais vous avez vu, maintenant, mais vous avez vu le R. Si vous imposez pas, Monsieur le député, vous avez vu le R, le niveau de contamination. Et je ne sais pas si vous prenez le métro ou les transports en commun. Tout le monde, ils sont absolument bondés. Donc les gens sont quand même dans une situation de milieu hyper clos, sans masque. C'est une discussion que le gouvernement doit avoir avec la Haute Autorité de Santé et avec les institutions. Il faut qu'on en parle. C'est une question qui se pose. Comment les gens vont réagir à l'approche de Noël sur une obligation de porter le masque? Pas sûr que ce soit tellement favorable. Donc moi, j'ai juste 2 conseils. Appel à la responsabilité individuelle. Ça, c'est très intéressant. Vous pensez vraiment que c'est, au fond, aussi insurmontable que, ça l'a été. Après tout, si on demande aux gens pendant 15 jours de remettre le masque, après tout, ils vont le refaire. Refaites le film en arrière, ça l'a été. Ça l'a été, souvenez-vous, quand même. Ok, non, mais j'entends ce que vous dites. C'est pas anodin. J'aimerais qu'on l'entende aussi. En revanche, si je peux juste terminer sur la prévention, oui, il faut remettre le masque parce que c'est pas seulement le Covid, c'est toutes les maladies respiratoires qui arrivent, bronchiolite, grippe, etc. Et le masque est une très bonne protection. Et dernière chose, aujourd'hui, on a un panel de vaccins, et pas que les ARN, puisqu'on a le vaccin français qui est là. Donc les gens peuvent se faire vacciner. C'est parce que les gens ne se font pas assez vacciner qu'on est obligé d'envisager le masque. Oui, mais écoutez, 18% seulement. L'ensemble de la communauté médicale recommande le port du masque. Je pense qu'il faut qu'il y ait une déclaration, une communication politique au plus haut niveau, la plus forte possible. Et s'il faut repasser devant le Parlement, on repasse devant le Parlement. Oui. Écoutez, je pense que là-dessus, il faut entendre la communauté médicale. La communauté médicale nous dit portez les masques dans les transports en commun. Eh bien, portons les masques dans les transports en commun. Et s'il faut rendre par un décret ou éventuellement par une loi cette obligation, il faudra le faire. C'est une évidence, c'est une mesure de protection sanitaire pour l'ensemble de la population. Philippe Ballard. Je vais être d'accord avec mon collègue. On en appelle à la responsabilité. Voilà, la liberté. On a infantilisé les Français pendant la crise. Moi, je vais vous dire, je le mets le masque quand je prends le RER, le métro ou le bus. Quand il y a beaucoup de monde, des fois il n'y a pas beaucoup de monde, je le mets pas. Mais après, pour parler, alors là c'est autre chose. C'est le vaccin. Moi, j'écoutais le ministre Braun ce matin avec Apolline de Malherbe, et Apolline de Malherbe racontait qu'il y a un jeune journaliste de RMC qui a voulu aller se faire vacciner dans plusieurs pharmacies et c'est le bazar. Parce qu'il y a des pharmaciens qui disaient, nous, on ne sait pas, on n'a pas de directive, on ne sait pas très bien comment faire, ce qui se passe. Revenez après le 1er janvier. Bon, les chiffres sont là. 95% des décès de la Covid sont des gens qui avaient plus de 60 ans avec des taux de comorbidité. Donc, mettons les plus de 60 ans n'ont pas fait leur 4e dose de rappel. Voilà, mais parce que la Covid a une grande majorité de se faire vacciner. Allez vacciner des enfants, mais c'est d'une stupidité sans nom. Monsieur Ballard, pour la vaccination, c'est pas compliqué. Moi, je vais aller faire ma 4e dose dans pas longtemps. J'ai pris rendez-vous chez mon médecin, j'ai l'ordonnance, et on y va. On est au bout de ce débat. Moi, je suis vacciné aussi. Je viens de l'avoir il y a un mois. Oui, moi aussi, je l'ai eu. Voilà, on aura l'occasion d'en parler, évidemment. J'ai eu un rhume. Monsieur Minier commence à raconter son rhume, on peut arrêter. Et sa Covid, chacun sa Covid. Merci à tous. Dans un instant, la neige en Haute-Savoie et dans les